Et on commence donc ce journal avec la féroce bataille entre Russes et Ukrainiens à Soledar, dans le Donbass. Le récit de Louisa Abrit. À travers les faubourgs fumants de Soledar, cette ambulance file dans les ruines de la ville. Il faut se dépêcher pour évacuer les blessés et échapper au combat acharné. Sur les réseaux sociaux, les soldats décrivent des face-à-face sanglants et de nombreuses frappes d'artillerie. Malgré cette situation difficile, les soldats ukrainiens se battent désespérément. En essayant de percer nos lignes de défense sans succès pour prendre Soledar, l'ennemi subit de lourdes pertes. La zone à l'extérieur de la ville est couverte des corps des troupes de Poutine. Ils se déplacent sur les cadavres de leurs camarades. Pourtant hier, depuis les mines de Soledar, Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, affirmait avoir pris la ville. Pendant que Moscou tempère cette annonce, il se met en scène dans une vidéo qui semble elle aussi dire l'inverse. Les Ukrainiens doivent être environ à 2 km au-dessus de nous. Mais ça va, ce n'est que temporaire. Et en dessous, tu penses qu'il y en a? En dessous, c'est sûr, allons-y, on va peut-être les trouver. Selon de nombreuses sources, la bataille de Soledar serait la plus violente depuis le début de la guerre. Sur ces images satellites, la ville est complètement anéantie. Les combats se poursuivent dans les ruines alors que des civils seraient encore sur place. Bonsoir Alexandre Makogonov, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Est-ce que ce soir la Russie revendique, oui ou non, la prise de Soledar? Pour ce moment, je n'ai pas encore de communication officielle. Selon certaines sources non officielles, la partie occidentale de la ville, qui était encore hier sous le contrôle des troupes ukrainiennes, est passée sous le contrôle des troupes russes. Ça veut dire que toute la ville, maintenant, est libérée par les troupes russes. Mais je vous répète, c'est pas les chaînes Telegram, les sources, disons, locales. Vous voyez, c'est pas le ministère de la Défense russe qui le confirme encore. Est-ce que pour vous, comme le dit l'Ukraine, c'est la bataille la plus sanglante, la plus meurtrière depuis le début de la guerre? C'est la bataille, bien sûr, sanglante, avec des victimes. Vous voyez les images avec des ruines que représente aujourd'hui cette ville. Mais vous avez un bilan côté russe? Non, pas encore, parce qu'en tout cas, si ça continue... Mais c'est des dizaines de morts par jour? C'est quoi? C'est des centaines de morts par jour de part et d'autre? Je ne peux pas ni démentir ni confirmer ces informations-là, mais tout ce que nous savons, c'est que la partie ukrainienne, quand même, subit les pertes énormes. Pourquoi vouloir à tout prix prendre le contrôle de Soledar et de Bakhmout d'un point de vue militaire? En tout cas, d'un point de vue militaire aussi, ainsi que de point de vue politique, il s'agit des villes russes qui se trouvent sur le territoire d'une région désormais russe, qui est la République populaire de Donetsk. Vous les russophones, on est en Ukraine toujours. Bon, pour vous peut-être vous êtes en Ukraine, mais pour nous, de jure, et là déjà, à partir d'aujourd'hui, de facto, c'est la Russie. Donc là, le droit international ne reconnaît pas ce territoire comme étant russe, Alexandre Makogonov. Écoutez, mais avant tout, la chose la plus importante, c'est que la population locale reconnaît ce territoire comme russe, parce que cette population locale a voté pour revenir en Russie. Et la Russie reconnaît ce territoire comme russe. Ça, c'est vraiment le point de départ. Il reste 500 civils, dont 15 enfants. Est-ce que vous confirmez ces chiffres dans cette ville de Soledar? Non, je ne peux pas le confirmer. Non, j'ai aucune confirmation sur ce sujet. Que vont-ils devenir en cas de victoire de la Russie? Ces gens sont libres de partir. S'ils voulaient partir, peut-être ils seraient déjà partis, mais peut-être ils veulent rester justement pour rester russes. Ouais. On ne sait jamais. Wagner a revendiqué la prise de cette ville, notamment Yevgeny Prigojine. Pourquoi cette revendication avant même qu'il y ait un communiqué? Très vite, la Russie a tempéré. Oui, mais bon, on peut le comprendre. Il participe aussi à cette libération, à l'opération de la libération de cette ville. Il a libéré peut-être un certain secteur et s'est félicité déjà. Mais qui combat dans cette bataille? Seulement Wagner au sol, ou est-ce qu'il y a des troupes de l'armée régulière russe? Bien sûr, il y a des troupes de l'armée régulière qui ont encerclé la ville pour le moment de hier soir du nord et du sud. Et là, aujourd'hui, peut-être cette ville est déjà prise. Mais en tout cas, c'est non seulement Wagner, bien sûr, il y a des troupes russes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un tiraillement entre les forces régulières russes et ce groupe Wagner qui commencerait à faire de l'ombre, à prendre trop de place, oui ou non? Mais ce genre de concept n'existe que dans l'imagination des médias, et surtout des médias occidentaux qui spéculent sur ce sujet. En fait, ils travaillent côte à côte, ensemble. Pourquoi lui dit hier on a gagné, la Russie dit juste après attention, il ne faut pas proclamer victoire trop tôt? C'est un jeu alors, vous dites ou... Mais non, mais il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune concurrence. En fait, vous pouvez imaginer ses émotions, bien sûr. Il se félicitait de cette victoire parce qu'il était très content. Mais vous comprenez, Alexandre Makogonov, que l'image que ça donne, c'est qu'Yevgeny Prigojine, apparemment, il se permet de faire ce qu'il veut.
il dit ce qu'il veut. Mais peut-être, en fait, on ne sait jamais, peut-être il joue avec vous, il joue sur vos émotions, il veut peut-être se faire cette pub. Alors d'accord, très bien. Alors du point de vue du Kremlin, est-ce que c'est un patriote qui travaille pour l'État russe ou est-ce que c'est un mercenaire qui joue sa propre partition? Après tout, la France a connu des mercenaires, Bob Denard notamment, il y a des dizaines d'années. Est-ce que c'est un patriote ou un mercenaire? Vous me demandez le point de vue du Kremlin, j'en sais rien, parce que vous êtes le porte-parole de l'ambassade. Oui, mais là, je ne peux pas m'exprimer pour le Kremlin qui n'a pas encore s'exprimer sur ce sujet et peut-être ne va pas s'exprimer. Donc là, c'est quelqu'un qui participe aussi à l'opération militaire spéciale. Soledar, ça veut dire don du sel, vous confirmez, ça veut dire ça? Exactement. Il y a des mines de sel. Il y a des mines de sel fondées il y a des siècles. Si Wagner l'emporte, elle va faire main basse sur ses ressources naturelles. Comment ça va se passer? Non, pas du tout. Pourquoi? Non. Je vous pose la question, comment ça se passerait? Le fait de la libération de ces mines de sel, ça signifie tout simplement la libération d'une certaine partie de la ville, parce que ces mines de sel, quand même, leur longueur est énorme. C'est comme, vous savez, je ne sais même pas combien de kilomètres, parce que ça existe depuis des siècles, mais en tout cas, non, ils participent tout simplement à l'opération. Alors on va maintenant parler, si vous le voulez bien, de ces armements qui sont livrés à l'Ukraine. La France promet de livrer des blindés, vous le savez. Ça a beaucoup fait réagir en Russie. Je vous propose de regarder cette séquence à la télévision russe, on en parle juste après. Une attaque préventive. Macron fournit des chars, envoyant une frappe préventive contre la France pour son parti pris au conflit. Il y avait la France et maintenant il n'y aura plus de France. Quelqu'un serait-il contrarié par cela? Frapper la France une fois et ce sera la fin. Tout le monde aura peur, je vous l'assure. Personne n'osera y aller. Il n'y a pas besoin d'engager notre potentiel stratégique, notre triade. Nous avons assez de munitions pour détruire la France ou même la Grande-Bretagne. Alexandre Makovenov, provocation ou c'est une hypothèse sérieuse, une frappe de la Russie contre la France? Écoutez, mais il s'agit d'un show télévisé où il y a plein, vous savez, d'expressions. Là, il a l'air très sérieux. Hein. Oui, il était très sérieux, mais quand même, c'est un avis privé. Mais quand même, reconnaissez qu'il y a quelques années, avant la guerre en Ukraine, c'était impensable de voir ça à la télévision russe. Il y a un lien de cause à effet entre l'armement promis par la France à l'Ukraine et ces images que l'on vient de voir. Est-ce que la Russie considère la France comme un pays ennemi aujourd'hui? Quand vous dites il y a quelques années, tout était impensable. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans précédent. Et aujourd'hui, la France est un pays ennemi, selon vous, pour la Russie? Mais écoutez, c'est pas un pays ennemi, mais... Hostile? Vous savez, appeler la France aujourd'hui un pays ami, ce serait un peu exagéré. Ce serait pas trop vrai. Oui, si on appelle la France un pays ami. Donc hostile? Bon, c'est un pays, en tout cas, qui officiellement fait partie de la liste des pays non amicaux pour la Russie. Co-belligérant? Co-belligérant, c'est un terme juridique, c'est aux juristes de définir si c'est co-belligérant ou pas, mais en tout cas, les pays occidentaux, en fournissant encore plus et plus d'armes en Ukraine, se rapprochent de plus en plus de cette ligne de co-belligérance. Il y a aussi cette frégate qui a longé aujourd'hui les côtes françaises. C'est déjà arrivé, le contexte est plutôt particulier. Un mot à ce sujet? Je ne peux pas commenter les décisions de nos militaires, leurs manœuvres, leurs déplacements. Transport des zircons, franchement, non. Il va où ce bateau? Pas de commentaire là-dessus, Et on ne sait pas où il va? Il est en Méditerranée à l'heure qu'il est? Aucune idée. Ouais. Il y a une chose qu'on aimerait comprendre, Alexandre Makogonov, c'est que la Russie, avant ce conflit, tout le monde se disait c'est une des armées la plus puissante du monde. C'est vrai que l'armée russe, après l'armée soviétique, elle a été formée à faire face, à tenir tête à l'OTAN. Comment expliquez-vous autant de difficultés? Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à nouveau, changement à la tête du commandement des opérations en Ukraine, Valéry Gerasimov, chef d'état-major qui remplace Sergei Sourovikine, pourquoi? Sourovikine, il paye les frappes qui ont causé de nombreuses pertes du côté de... Tout d'abord, il n'y a pas une armée dans le monde, croyez-moi, il n'y a pas une armée dans le monde qui n'a pas de problème. Ouais, Makivka, l'évacuation de Kherson, non, c'est un conflit qui est dur, on le voit au sol. Voilà. Mais tout de même, comment expliquer? La Crimée, 8 avions détruits. Il n'y a pas de système de défense antiaérienne russe efficace? S'il y a quelques changements au sein du commandement militaire russe, ça veut dire que le commandement militaire veut optimiser tout simplement le système de gestion de l'opération militaire spéciale et concentrer peut-être plus de pouvoir dans les mains de les mêmes personnes qui est à la fois à la tête de la planification de cette opération et de sa mise en œuvre. Mais pourquoi est-ce qu'il manque de matériel? Pourquoi est-ce qu'il manque de matériel, de logistique, de commandement sur le terrain? Mais pourquoi ça manque? Non, ça s'améliore, ça s'adapte, on adapte tout à cette nouvelle donne qui change chaque jour. La situation évolue, bien sûr, c'est quelque chose sans précédent, je répète. Juste un mot pour finir, il y a eu peut-être Moscou qui libère un ex-militaire américain, on l'a appris il y a quelques minutes, qui a été détenu pendant 9 mois. Oui. Est-ce qu'en contrepartie, il y a eu des échanges de... Vous savez, c'est un dialogue qui s'effectue entre la Russie et les États-Unis à huis clos. Donc là, je ne peux pas vous donner de commentaires. Là, on a Moscou libère un ex-militaire américain détenu pendant 9 mois, ou alors c'est la suite du précédent échange avec la basketteuse américaine, avec Victor Bout?
Mais ça s'inscrit dans le cadre de ce dialogue entre la Russie et les États-Unis concernant Est-ce qu'il reste, les juste pour prisonniers. finir en quelques mots, Alexandre Makogonov, est-ce qu'il reste une place pour la paix? Il y a eu cette trêve sur le papier pour la Noël orthodoxe. Est-ce qu'il reste encore une place pour la discussion? Il y a toujours une place pour la paix, mais pour avoir cette place pour la paix, il y a toujours à avoir une place pour la bonne volonté politique, qui est absent en ce moment du côté ukrainien et du côté de l'Occident qui exerce son influence sur le régime de Kiev. Il peut lui dire oui, donc là il est le temps quand même de négocier, ou on continue de faire. Donc là maintenant, il est évident que la piste militaire est privilégiée. Donc là, le régime de Kiev continue à suivre cette Et piste. pour vous, ceux qui soufflent, qui livrent des armes, soufflent sur le conflit? Mais le problème, c'est que la livraison massive d'armes, ça ne fait que provoquer encore le conflit, ça ne rapproche jamais la paix. Merci. C'est ça le problème. Merci Alexandre Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.